Bonjour tout le monde et bienvenue à votre avant-dernière vidéo qui va porter sur une introduction aujourd'hui à la physique moderne et plus spécifiquement au problème du corps noir. Lorsqu'on parle de physique moderne, on en parle principalement par opposition à la physique classique qu'on a vue jusqu'au tournant, disons, du 20e siècle. Si vous vous rappelez les grands noms qu'on a vus jusqu'à présent, Maxwell, Faraday, quand on parlait d'électricité, Fresnel, Young, tous ces scientifiques-là, on a un gros morceau de la science qui a été réglé en bonne partie au 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, on se retrouve avec une question qui plane un petit peu, qui est qu'est-ce qui reste à résoudre comme problème aujourd'hui? Parce qu'on avait une bonne conception d'à peu près tous les phénomènes qui venaient en tête à l'époque. Et il y a une citation célèbre de la fin du 20e siècle qui dit quelque chose de cet ordre-là. Elle prend différentes formes, tout dépendant, qui dit en gros, il ne reste plus rien à découvrir en physique. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire des mesures de plus en plus précises. C'est une citation qui est souvent attribuée à Lord Kelvin, mais malheureusement, c'est complètement faux, ou du moins, on n'est pas en mesure de retrouver pour vrai Lord Kelvin qui aurait dit ça. On ne trouve aucune trace de ça. Il y a d'autres scientifiques qui auraient dit des choses semblables, mais Lord Kelvin, apparemment, a été plus prudent et a plutôt, et ça a été retracé, écrit un long discours qu'il avait donné où il présentait ce que lui appelait deux nuages denses qui planaient au-dessus de la physique. Deux problèmes avec lesquels on ne savait pas trop quoi faire. Le premier, c'était le problème de l'éther. Je vous en ai glissé un mot lorsqu'on parlait de l'interféromètre de Michelson. L'idée étant, on avait déjà fait une expérience, l'expérience célèbre de Michelson-Morley, qui était d'essayer de déterminer quelle était la vitesse de l'éther et est-ce que, dépendant le mouvement qu'on a dans l'espace, est-ce qu'on est capable de mesurer une vitesse plus grande ou moins grande pour la vitesse de la lumière. Et l'expérience avait eu une conclusion surprenante. Peu importe ce qu'on tente de faire, on observait toujours exactement la même vitesse de la lumière. Ce qui est surprenant parce que ça veut dire que si on se déplace vers l'avant et qu'on émet de la lumière, imaginez qu'ici on a une source, on a un fusil laser, qu'on envoie des ondes vers l'avant, on va avoir un effet Doppler, ça on le sait. Mais la vitesse à laquelle la lumière va quitter notre arme, notre fusil laser, serait toujours la même. Ce serait toujours la vitesse C. Et on n'avait pas d'explication à l'époque pour ça. Parce que normalement, si on est en train de se déplacer dans l'éther, on a l'équivalent, et là je mets des guillemets, d'avoir le vent dans le visage. Donc normalement, ça devrait influencer la vitesse à laquelle notre onde part. Et ce qu'on trouve, jusqu'à l'époque, c'est absolument rien de ce côté-là. On trouve que la vitesse est toujours exactement C. Le deuxième problème, qui est un problème plus calculatoire, qui intéressait notre Lord Kelvin, entre autres, parce que lui-même travaillait beaucoup là-dessus, c'était le problème de la capacité thermique massique des gaz. Ça semble aride comme problème, pour une simple et bonne raison, c'est un problème excessivement aride. Mais à l'époque, on travaillait entre autres sur les propriétés de différents gaz et on arrivait face à un mur au sens où on n'était pas capable d'expliquer pourquoi est-ce que tous les résultats auxquels on arrivait de façon expérimentale fonctionnaient pas avec ce qu'on observait en théorie. Et donc, ces deux petits nuages-là, ces deux questionnements-là, ont mené à des résultats assez intéressants et ont mené en fait, chacun de leur côté, à revoir la façon dont on pense la physique en général. Le problème de l'éther et de la vitesse constante de la lumière, ça a mené directement à la théorie de la relativité restreinte et plus tard à la théorie de la relativité générale qui ont été développées par Einstein. On ne couvrira pas cette théorie-là dans le cadre du cours. Par contre, si vous avez l'occasion d'aller lire là-dessus, c'est super intéressant. La théorie de la relativité vient redéfinir comment est-ce qu'on pense le concept de temps, comment est-ce qu'on pense le concept de longueur, comment est-ce que ces deux concepts-là viennent se concilier avec le fait que la vitesse de la lumière,
dans le vide doit toujours être une constante C. Mais de l'autre côté, on a le rayonnement. On va travailler sur le problème du rayonnement du corps noir, qui est un problème qui est relié à celui dont on parlait tout à l'heure, le problème de capacité thermique massique des gaz. Au fond, on a comme un problème difficile pour lequel on n'arrive pas à trouver une explication, et il y a un problème auquel on n'a pas pensé qui va finir par nous fournir la bonne solution. Et ce problème-là, le problème du rayonnement du corps noir, va nous mener directement au développement de la physique quantique, avec ici notre ami M. Max Planck, et plus tard à la mécanique quantique avec, on a ici Schrödinger à gauche et Heisenberg à droite, qui sont peut-être des noms dont vous avez déjà entendu parler lorsqu'on parle de mécanique quantique. Mais avant même d'embarquer dans la mécanique quantique, qui est un petit peu plus poussée, on a le développement de la physique quantique, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. À la base du problème du corps noir, il y a un phénomène que tout le monde probablement a déjà rencontré à un moment ou un autre. L'idée selon laquelle si jamais on chauffe un matériau, ce matériau-là va se mettre à briller. Donc par exemple, si vous prenez une pièce de métal et que vous la chauffez suffisamment, cette pièce-là va devenir rouge. Et si vous la chauffez encore plus, donc vous avez un exemple ici d'un métal qui est rouge au centre, quelque chose qui aurait été chauffé encore plus pourrait se mettre à briller dans une teinte blanche ou une teinte bleue. Donc ici, par exemple, la teinte bleutée de la flamme est une indication sur le fait que cette flamme-là est très très chaude. Et dès le 18e siècle, on a plusieurs personnes qui remarquent, en fait, les scientifiques réalisent qu'un objet chauffé à une certaine température va avoir une couleur caractéristique. Donc, sauf quelques exceptions, n'importe quel objet à une température donnée va émettre à la même couleur. Et quand on parle d'objet chauffé ici, il est important de comprendre que, évidemment, un objet qui est à 2000 degrés, pour nous, on le considère chauffé, mais même un objet qui est à la température ambiante, a une certaine température. Et la seule différence, c'est que cet objet-là va émettre beaucoup moins dans le domaine où nous, on est en mesure de le voir, mais va émettre, par exemple, beaucoup dans l'infrarouge, qui est l'exemple qu'on voit dans l'image de gauche. Donc, tous les objets chauffés, et par là, on veut dire n'importe quel objet au-dessus de 0 Kelvin, va émettre de la lumière. Et on s'intéresse à l'époque à ce problème-là, entre autres parce qu'on commence à avoir des modèles qui traitent de ce genre de problème-là. Entre autres, on a deux grandes branches de la science qui commencent à s'intéresser à ça. On a la thermodynamique, qui est l'étude des transferts d'énergie et de chaleur, qui est un domaine souvent associé beaucoup à l'ingénierie. Donc le développement des moteurs et tout passait beaucoup par la thermodynamique, qui est une science, si on veut, qui s'est développée de façon empirique. On a vu des choses arriver, puis sans nécessairement s'intéresser à pourquoi, à l'échelle microscopique, un phénomène donné se produit. On a quand même développé certains modèles qui nous permettent d'expliquer les phénomènes. Mais au 19e siècle, on a une nouvelle branche de la science qui s'établit, qui est la mécanique ou la physique statistique. Et l'idée de ce domaine-là, c'est de venir expliquer les phénomènes macroscopiques qu'on observe, donc par exemple la température, la pression d'un gaz, par des phénomènes microscopiques. Comment est-ce que, bref, on veut essayer d'expliquer par le mouvement de particules microscopiques comment est-ce qu'on peut observer les propriétés des gaz ou des solides qu'on observe dans la vie de tous les jours. Et notamment, une des questions qui va beaucoup nous intéresser en mécanique statistique à l'époque, c'est comment est-ce que les gaz ou les solides émettent de la chaleur et de la lumière. Donc, une des choses qui va nous intéresser pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de ce genre de problème-là, ça va être comment est-ce qu'un objet se met à émettre de la lumière et plus encore, quel type de lumière un objet se met à émettre. Donc, lorsque j'augmente la température d'un bloc, par exemple, ce bloc-là va se mettre à émettre dans une certaine couleur. Par exemple, un bloc qui est chauffé à rouge va émettre du rouge, mais il va également émettre beaucoup dans l'infrarouge.
Et il va émettre, en fait, dans plusieurs couleurs, et il va émettre ce qu'on appelle un spectre. Et avant de continuer et de voir un petit peu plus en détail, c'est quoi les conclusions qu'on observe lorsqu'on regarde le spectre d'un objet chauffé, il faut comprendre la spectroscopie, qui est finalement l'étude de la décomposition de la lumière. Lorsqu'on a de la lumière qui provient d'un objet, que ce soit un objet chauffé ou encore on peut s'intéresser à différents types de spectres, on pourrait mettre une lampe au bout à travers laquelle on a fait passer un courant électrique, on pourrait regarder le spectre qui provient d'une étoile, on pourrait regarder le spectre de la lumière qui a traversé un objet. On va récolter la lumière ici à un certain endroit et on va vouloir comparer la quantité, si vous voulez, de lumière qui arrive à différentes longueurs d'onde. Et on va pouvoir, tout dépendant des circonstances, observer deux grands types de spectres. On va avoir ce qu'on appelle les spectres continus et les spectres de raies. Si vous prenez un matériau, un gaz par exemple du néon, et que vous le soumettez à un arc électrique, ce que vous allez souvent obtenir, c'est un spectre de raies. Alors que si vous regardez le spectre d'un objet qui est chauffé, on va généralement obtenir un spectre qui est continu. Et en plus de ça, lorsqu'on est en spectroscopie, on va s'intéresser généralement à deux types de mesures. On va regarder les spectres d'émission, qui est lorsqu'on a un gaz, par exemple, qu'on a excité et on regarde la lumière provenant d'une source donnée. Et on va s'intéresser au spectre d'absorption. Dans certains cas, on va s'intéresser donc au spectre d'absorption, qui est le spectre donné par la lumière, de la lumière blanche, qui aurait traversé un échantillon donné. Et à ce moment-là, l'échantillon peut absorber certaines couleurs et on va observer tout sauf les couleurs qui ont été absorbées. À ce moment-là, on va parler de spectre d'absorption. Vous avez des exemples de ces différents types de spectres-là dans votre cahier dans le Benson au chapitre 9.1. Mais maintenant, je vous ai mis ici deux spectres différents. On a le spectre continu, spectre de raies. Vous remarquez que j'ai laissé vide l'axe vertical. Donc, il convient de se questionner un peu à savoir qu'est-ce qui peut aller sur cet axe-là. La première intuition qu'on pourrait avoir, c'est de se dire « Ah, ben ici, c'est logique, j'ai ma longueur d'onde, donc je vais avoir sur mon axe vertical l'intensité. » Mais on a un petit problème ici parce que, surtout si on regarde un spectre continu, ici, j'ai une certaine intensité de départ de ma lumière et je sépare cette intensité-là sur une gamme de longueurs d'onde. Donc, si je regarde à une longueur d'onde en particulier, à une longueur d'onde très précise, ça veut dire que je suis en train de regarder un espace infiniment petit en termes de largeur ici. Et finalement, si je regarde l'intensité uniquement pour une longueur d'onde infiniment petite, bien, c'est logique que cette intensité-là va elle aussi tendre vers zéro. Donc, si je regarde pour un intervalle de longueur d'onde qui tend vers zéro, la quantité d'intensité que je vais avoir ici va également tendre vers zéro. Donc, on va avoir besoin d'une nouvelle variable ici pour l'axe vertical de notre spectre. Et cette variable-là, c'est ce qu'on va appeler la radiance. Et la définition est très très simple. Là. La radiance multipliée par un intervalle de longueur d'onde, ça va me donner l'intensité pour cet intervalle-là. Donc ici, sur une courbe, là, comme on avait avec notre spectre, ça veut dire que l'intensité va correspondre non pas à la valeur sur la courbe, mais bien à l'air sous la courbe. Donc l'intensité entre lambda et lambda plus d lambda ici va être donnée par l'air sous la courbe ici. Et si vous vous intéressez à l'intensité totale de la lumière incidente sur mon détecteur, par exemple, mais ça va être l'intégrale de 0, donc d'une longueur d'onde de 0 jusqu'à l'infini de ma radiance. La radiance, c'est pas une unité qu'on retrouve souvent à l'exception dans les spectres. Et une particularité qu'elle a,
c'est qu'on va généralement le noter de cette façon-ci. Mathématiquement, ça c'est exactement équivalent à dire qu'on a des watts par mètre cube, mais comme ce n'est pas une unité de volume, on va généralement séparer et le mettre vraiment sous cette forme-là, dire que c'est des watts par mètre carré, donc watts par une intensité, une puissance par une surface, divisé par des mètres. Et le deuxième mètre, là, ici, ça correspond à la longueur d'onde. Donc, même dépendant des cahiers, vous allez parfois avoir watts par mètre carré par nanomètre ou par micromètre, juste pour souligner le fait qu'on parle bel et bien de longueur d'onde pour la deuxième division de longueur ici. La prochaine variable qui va nous intéresser en spectroscopie, ça va être la luminosité, qui est principalement utilisée pour des problèmes en astronomie, entre autres. Donc, c'est une bonne façon de caractériser une étoile. Et la luminosité, pour être très bref, là, c'est finalement la puissance lumineuse émise par un objet brillant. La façon de le calculer est assez simple. Comme l'intensité, on savait que c'était déjà notre puissance divisée par l'air, c'est la relation inverse si vous voulez, mais on s'assure ici de prendre bel et bien toute la luminosité de toute la surface. Donc, on va regarder l'intensité donnée multipliée par l'air, où A, c'est l'air qui émet de la lumière. Donc, si on avait seulement une partie de notre objet qui serait brillant, on mettrait seulement l'air de cette partie brillante-là. Mais comme pour les étoiles en général, c'est l'air complète, ça va être par exemple dans ce cas-là l'air d'une sphère. Les unités de la luminosité, ça va être le watt, comme c'est, si vous voulez, une espèce d'unité de puissance là, détournée. Par contre, la luminosité n'a pas le choix, il faut vraiment que ce soit de la puissance lumineuse. Différentes étoiles vont être caractérisées entre autres par différentes luminosités. Et ça va vraiment être une propriété donnée d'une étoile donnée. Et avec tout ça en poche, on peut revenir à l'étude du corps noir à proprement parler. Donc, on vient de finir notre parenthèse qui nous servait finalement à juste bien comprendre comment est-ce qu'on pouvait prendre nos mesures et être capable de bien interpréter les mesures qu'on va avoir lorsqu'on va parler du corps noir. Donc, je vous avais déjà parlé du fait que à l'époque, on s'intéressait aux propriétés d'un objet qui se met à briller lorsqu'il est chauffé. Mais pour se simplifier la vie, les physiciens ont commencé à regarder un objet qu'on considérait comme étant idéal. Donc un objet qui n'a pas une émission particulière à une couleur donnée ou une absorption particulière à une couleur donnée. On s'intéresse à un objet qui absorbe de façon égale toutes les couleurs et qui les absorbe parfaitement. Donc imaginez un objet qui, s'il est froid, est parfaitement noir dans toutes les gammes de fréquences. Il ne reflète absolument rien. Cet objet-là, c'est ce qu'on va appeler un corps noir. Et cet objet-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en mesure d'émettre de la lumière. Simplement, tout ce qu'on lui donne, il va l'absorber. Mais lorsqu'on va chauffer cet objet-là, il va arriver à un point où cet objet-là va être dans ce qu'on appelle un équilibre thermique. Autrement dit, imaginons notre objet. Et là, ici, je vais représenter par des flèches le fait que je lui donne de la chaleur. Je donne de l'énergie à mon bloc. Si je donne de l'énergie à mon bloc, sa température devrait augmenter. Mais on sait intuitivement que cette température-là ne va pas monter indéfiniment. Ce bloc-là, éventuellement, va arriver en équilibre thermique. Donc, si vous le mettez dans un four, il ne va pas se mettre toujours à augmenter en température. Éventuellement, il va se fixer à la même température que le four dans lequel il est. Bien, cette température-là arrive lorsque la quantité d'énergie, appelons ça énergie in et énergie out, lorsque j'ai autant d'énergie qui entre que d'énergie qui sort, je vais être dans ce que j'appelle mon équilibre thermique. Et lorsque j'arrive à mon équilibre thermique, cette énergie-là qui sort peut être émise en théorie de plusieurs façons, mais si on laisse juste mon corps noir là, que je ne mets pas d'objet en contact avec lui, que je ne lui donne pas d'autres opportunités de relâcher sa chaleur, il va le faire sous forme de rayonnement, il va le faire en émettant de la lumière. Et
À partir de maintenant, quand on parle du corps noir, on s'intéresse au rayonnement finalement qui sert à évacuer cette chaleur-là hors de notre objet. Et ce rayonnement-là va être très très caractéristique. On avait déjà vu que la couleur d'un objet était déterminée principalement par sa température, que ça dépendait très très peu du matériau duquel un objet était fait. Eh bien, pour un corps noir, ça va dépendre absolument pas du tout de quoi que ce soit d'autre que de la température de l'objet. La courbe ici qu'on obtient, là, notre courbe de radiance, va dépendre uniquement de la température de l'objet. Donc, si on regarde, ici, on a 3 courbes. Et ça, ici, c'est des courbes qu'on peut aller chercher expérimentalement. On a une courbe ici à 3000 degrés Kelvin, à 3000 Kelvin, pardon. On a une courbe ici à 4000 Kelvin et une courbe à 5000 Kelvin. Et on remarque 2 choses. La première, évidemment, la courbe devient de plus en plus haute. Nos courbes ne se croisent pas. Donc, si jamais une courbe est plus élevée, elle va émettre plus de rayonnement. Si une courbe correspond à une température plus élevée, elle va émettre plus de rayonnement à toutes les longueurs d'onde. On a déjà vu que l'air sous la courbe ici, ça devrait correspondre à mon intensité. Eh bien, ici, on remarque évidemment que l'intensité augmente. Et l'intensité augmente rapidement. Là, si on compare l'air sous la courbe de mon 3000 Kelvin à mon 4000, à mon 5000, ça augmente assez rapidement. On sait que ça ne va pas être quelque chose qui va être linéaire, ça va être quelque chose de plus important. Donc, lorsque T, ma température, augmente, je sais que je vais avoir l'intensité qui augmente. Et je remarque aussi une deuxième chose. Le pic que j'observe ici, à mesure que la température augmente, va se déplacer vers la gauche. Donc, lorsque ma température augmente, et là, on va se donner une autre notation, lambda max, qui n'est pas la longueur d'onde maximale émise, mais bien la longueur d'onde qui est émise dans la plus grande proportion. Cette longueur d'onde-là va avoir tendance à diminuer. Donc, si un objet est bleu, par exemple, bien cet objet-là va avoir tendance... Et là, je parle vraiment d'un objet qui est bleu parce qu'il chauffe. Là. Un objet qui est bleu parce qu'il chauffe va être à une température plus élevée qu'un objet qui est rouge parce qu'il chauffe. Donc, si vous voulez regarder ça, bien, vous pouvez dire un objet qui est chauffé à rouge versus un objet qui est chauffé à blanc versus un objet qui est chauffé à bleu. Vous savez dans quel ordre est-ce que les températures sont par rapport à ces objets-là. Petite note, si vous voulez qu'un objet soit chauffé à blanc, votre œil ne sera pas nécessairement en mesure de voir le pic si bien que ça. Ce que votre œil voit généralement, c'est la couleur moyenne qui est observée. Donc, si vous avez un pic d'émission qui est quelque part autour du vert, ça va être ça qu'on va généralement observer comme étant une couleur blanche. Donc, une couleur blanche, ça aurait pu être que toutes les couleurs sont exactement égales, mais si vous avez une courbe dont le pic est dans le vert, souvent on va l'observer comme étant une courbe, comme étant une lumière blanche. Et ici, ça nous permet aussi de trouver une propriété très intéressante. Si jamais vous avez une courbe plus élevée, elle va toujours émettre plus dans toutes les couleurs. Donc, si vous voulez, par exemple, mélanger des gens, un objet bleu, une étoile bleue, par exemple, qui serait ici, qui aurait un pic d'émission quelque part dans le bleu, va être plus rouge qu'une étoile rouge. Au sens où cet objet-là émet plus de lumière rouge que même l'objet qui nous apparaît comme étant rouge. Donc, ce qu'on va percevoir, j'insiste là-dessus, là, ça va toujours être le pic, la position du pic. C'est ça qui va faire qu'on va percevoir une couleur donnée. Ces résultats-là, qu'on a déjà vus de façon un petit peu intuitive sur la figure précédente, vont se formaliser par 2 lois. La première, c'est la loi du déplacement spectral de Wien. W-I-E-N, on prononce Wien et non pas Wien. Donc, la loi du déplacement spectral de Wien nous dit que la longueur d'onde maximale fois la température va être une valeur qui va rester constante. Ici, c'est une loi qui est totalement empirique. On a simplement pris des mesures et on a déterminé que le facteur de proportionnalité ici était celui qui est donné ici.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de déterminer avec la longueur d'onde du pic, instantanément, quelle serait la température de cet objet-là. Et là, on parle du corps noir comme étant quelque chose de vraiment spécial, mais il faut comprendre que la très très vaste majorité des objets, lorsqu'on les chauffe, se comportent, en première approximation, comme étant quelque chose de très près d'un corps noir. Le Soleil se comporte à toute fin pratique comme un corps noir, avec quelques petites raies d'absorption à certaines couleurs. Si vous prenez un métal et que vous le chauffez, ça va être la même chose. Vous allez observer presque un corps noir, à part certains petits déplacements à certaines couleurs. Mais vous allez toujours voir cette forme, cette espèce d'enveloppe-là lorsque vous chauffez votre objet. La deuxième loi qu'on tire de là, c'est la loi de Stefan Boltzmann, nommée non pas en l'honneur d'un monsieur Stefan Boltzmann, mais bien de deux scientifiques, nommés en l'honneur de Joseph Stefan et Ludwig Boltzmann, qui ont chacun de façon indépendante, qui sont chacun arrivés à ce résultat de façon indépendante. Stefan est arrivé par une mesure expérimentale ou empirique, donc il a regardé les données et il est arrivé à la conclusion, alors que Boltzmann, lui, il est arrivé par un développement théorique. Donc simplement en considérant des particules en mouvement et en faisant tous les développements théoriques à partir de là, il est arrivé à la conclusion que cette équation-ci devrait être valide. Et ici, sigma, c'est tout simplement une constante. Et ce qu'on trouve, c'est que l'intensité totale, donc l'air sous la courbe, va varier comme la température à la 4, donc extrêmement rapidement en fonction de la température. Et ici, vous avez la constante qu'on appelle la constante de Stefan Boltzmann. Avec les résultats en main, notre ami Wien a continué à travailler un petit peu sur le projet et a trouvé une approximation. Donc, en utilisant sa propre loi de déplacement spectral et la loi de Stefan Boltzmann, et en comparant avec les données expérimentales, Wien est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'approximation de Wien, qui est une formule qui décrit la radiance de notre corps noir. Il faut comprendre que ça ici, il n'y a pas vraiment de raison particulière derrière. C'est simplement qu'on a constaté que ces données-là fonctionnent avec ce qu'on observe. Et en plus de ça, il faut que A et B, les deux valeurs A et B dans l'équation, il faut qu'on compare à une courbe expérimentale pour être en mesure d'aller déterminer quels vont être les paramètres A et B. Donc c'est un modèle qui décrit bien la situation qu'on observe, mais qui est imparfait. On a comme une équation, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a cette équation-là. Et ça, c'est une situation qu'on n'aime particulièrement pas en physique. Avoir une équation sans savoir d'où ça vient et pourquoi, ça nous montre qu'il y a quelque chose que clairement on ne comprend pas. Et plus encore, plus problématique encore, cette équation-là, lorsque lambda devient très grand, donc lorsqu'on s'intéresse à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que 1, va avoir tendance à se séparer des observations. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien pour les petites longueurs d'onde, mais lorsqu'on s'en va regarder les grandes longueurs d'onde, clairement ça ne fonctionne pas. Donc là, on a une première approximation, un premier modèle, et quelques années plus tard, on a M. Rayleigh, Lord Rayleigh, qui est le même Lord Rayleigh qu'on a vu pour le critère de la résolution, nous est arrivé avec un développement mathématique, vraiment à partir de la théorie, qui lui permettait d'expliquer un petit peu mieux comment se comporte le corps noir à des grandes longueurs d'onde. Donc, uniquement à partir du modèle théorique de petites particules qui se déplacent les unes par rapport aux autres et qui se cognent, on arrive à déterminer que la radiance devrait avoir cette forme-là. On a une forme de quelque chose fois la température divisé par lambda à la 4. Mais là, on a un problème parce que ce modèle-là décrit super bien qu'est-ce qui se passe aux grandes longueurs d'onde ici. Si on s'éloigne, quand on va voir les grandes longueurs d'onde, on va avoir quelque chose qui fonctionne presque parfaitement avec la théorie. Mais on a un problème si la longueur d'onde tend vers 0. Parce qu'une fonction en 1 sur lambda
ou 1 sur lambda à la 4, encore pire, lorsque la longueur d'onde tend vers 0, la radiance ici va simplement aller vers l'infini. Et ça ici, c'est une situation qu'on a appelée la catastrophe de l'ultraviolet. On le savait très bien là, que ça, c'est pas quelque chose qui se produisait pour vrai. Personne ne se disait « Ah, ça va pas bien, peut-être qu'on a une radiance infinie dans l'ultraviolet. » Ce qui arrive, c'est qu'on savait qu'on n'avait pas une radiance infinie dans l'ultraviolet, mais notre modèle mathématique nous prédisait ça. Et c'est d'autant plus perturbant que toutes les démarches de Lord Rayleigh, et qui a ensuite été corrigé par James Dean, parce qu'il y avait juste un petit facteur qui manquait ici, pour des raisons dans lesquelles je ne m'embarquerai pas ici, toutes les étapes de la démarche étaient rigoureusement respectées. Donc on est comme parti d'une série d'hypothèses qui semblaient toutes vraies, qu'on n'avait aucune raison de contester. On a fait une suite d'étapes parfaitement logiques et on arrive à une conclusion absurde. Donc, on a deux solutions. Soit il y avait quelque chose dans la démarche qui n'a pas fonctionné, mais encore une fois, tous les scientifiques de l'époque ont vérifié la démarche et personne ne trouve d'erreur. Ou encore, ça veut dire qu'il y a une de nos hypothèses de départ qui était fausse. Mais là, il faut comprendre que nos hypothèses de départ, ce n'est pas des trucs farfelus, c'est l'idée selon laquelle nos particules se comportent comme des petites billes et qu'elles se déplacent et que nos petites billes sont capables d'émettre ou d'absorber de la lumière. Et il a fallu attendre l'arrivée d'un autre scientifique, Max Planck, pour avoir une solution à ce problème-là. Et Max Planck tombe dans ses cahiers, fait des développements d'un point de vue théorique et arrive finalement à une équation qui permet d'expliquer les deux. Ça nous permet d'expliquer à la fois les petites longueurs d'onde et les grandes longueurs d'onde. En fait, en 1900, lorsque Max Planck présente ces résultats-là, c'est accepté super rapidement. On a vérifié rapidement que ces résultats-là concordent avec les données à merveille. Et il y a un seul problème, c'est que pour arriver à ce résultat-là, Max Planck a fait une passe-passe mathématique. Il a déterminé que n'importe quel élément dans notre boîte là, pouvait capter ou émettre uniquement des paquets d'énergie. Il ne pouvait pas accepter ou émettre n'importe quelle valeur d'énergie. Il fallait que ces valeurs-là soient ce qu'on appelle quantifiées. Et pour Max Planck, cette quantification-là, c'était complètement un artifice mathématique. C'était ce qu'il fallait faire, le compromis qu'il fallait faire mathématiquement pour réussir à arriver à des données qui expliquent ce qu'on observe. Mais Max Planck avait à ce moment-là accidentellement découvert une propriété super importante de la matière, qui est le fait que, pour vrai, nos paquets d'énergie, lorsqu'on parle de lumière, doivent être émis de façon quantifiée. On ne peut pas émettre ou capter n'importe quelle quantité d'énergie. Il faut que ces quantités-là arrivent en quanta, et c'est ce qu'on considère aujourd'hui le début de la physique quantique. Donc on peut dire en quelque sorte que Max Planck a développé les bases de la physique quantique par accident. Et c'est seulement plus tard, entre autres avec les travaux de Einstein, dont on va parler dans la prochaine vidéo, qu'on arrive à une conception un petit peu plus complète d'un photon et qu'on réalise que c'est une vraie notion physique et non pas uniquement un artifice mathématique.